Hello les amis, nous sommes le dimanche 26 avril 2020 et nous sommes toujours confinés. Aujourd'hui je voulais pas faire d'émission mais il y a quand même une actualité très riche donc c'est impossible de ne pas en faire avant la grosse semaine qui nous attend. Avant toute chose, hier j'ai fait une boulette énorme, j'ai fait confiance à des amis sur Twitter qui retweetaient et donc sur Nicole Belloubet par rapport à Jean-Pierre Pernaut. Donc je l'ai su quand la vidéo a été fini de monter. Moi j'avais deux solutions, soit refaire le montage, mais vous évitiez déjà quelques centaines à avoir vu, donc j'aurais eu des centaines d'emails. Sylvano, ton émission a été supprimée par YouTube, alors que c'est moi qui l'ai supprimée, mais c'est comme ça, parce que vous voyez vidéo supprimée. Donc en commentaire épinglé, tout de suite, j'ai mis que c'était une fake news. Donc voilà, je me suis trompé, ça arrive, ça peut arriver. L'essentiel, c'est pas de se tromper, hein, c'est de dire qu'on s'est trompé, ce que ne font pas les autres médias institutionnels. On le verra aussi dans cette émission. Alors hier, je vous disais que le Conseil d'État avait rendu une ordonnance concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Donc nous avons une publication qui sont un petit peu parus partout. Hein. Les médecins de ville peuvent prescrire de l'hydroxychloroquine selon Maître Krikorian, qui explique une décision du Conseil de l'État. On va l'expliquer à notre façon quand même, parce qu'il y a deux petites nuances qui se font. Nous avons été très surpris en ce moment. Je vous avais montré hier que les médecins étaient un petit peu embêtés. Donc regardez, le Conseil national de l'ordre des médecins hausse la voix, hein, essais cliniques sauvages, protocoles illégaux, l'ordre hausse le ton. Une vingtaine de médecins dans son viseur. Bah dis donc, essais cliniques sauvages, d'accord. Donc le CNOM est-il en train de siffler la fin de la récréation? L'institution, en tout cas, a décidé de hausser le ton sur la question des protocoles de recherche ou du traitement qui s'inscrivent potentiellement en dehors de la législation en vigueur. Avec une triple action, le rappel ferme, blabla, si nécessaire, poursuite, hein, des praticiens sommés de s'expliquer, quoi. C'est juste hallucinant, la chasse aux sorcières. C'est affolant, c'est affolant. On est dans un monde où les médecins essayent de soigner, mais on ne suit pas les protocoles qui, eux, ne donnent rien. C'est ça qui est dingue, quoi. Comme on l'a vu hier avec les préconisations de l'OMS, avec le lopinavir, ritonavir, avec le remdesivir, qui sont pires que tout. Et puis surtout le fait de prescrire du paracétamol, où on le voit de plus en plus. Maintenant, ça ne sert mais alors strictement à rien, quoi. Et donc on a analysé un petit peu cette ordonnance rendue par le Conseil de l'État. On trouve que le Conseil de l'État continue à être lié par l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, parce qu'il dit en l'absence de données acquises de la science, il estime que l'interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine et autres n'est pas attentatoire aux libertés. En revanche, il ouvre une porte en disant que si les médecins prescrivent dans le cadre d'un essai dont le but est de parvenir à obtenir des résultats, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Krikorian. Mais c'est intéressant parce que le Conseil d'État commence à avoir des doutes. Toutes les institutions ne sont pas donc pourries. On garde espoir. Je mets néanmoins dans des échanges qu'on me donne aussi sur des magazines, le quotidien du médecin, en messagerie. Un médecin, dont je cache le nom, rappelons que les travaux du professeur Wolf, prix Nobel de médecine, il a pris 3 lots de souris et il leur a injecté le virus de la grippe. Quand il respecte la fièvre, il n'y a que 2% de mortalité. En faisant baisser la fièvre, 50% de mortalité à température normale, 98% en hypothermie. Ces travaux ont été confirmés dans la rhinitis banale avec un paracétamol, cela dure plus longtemps, cela complique plus souvent et bien sûr contagion plus longue. Pour la varicelle, 2 jours de plus pour cicatriser, pour H1N1, 5% de plus de mortalité. Notre consoeur, le docteur Escoffier-Lambiotte, a fait un papier remarquable dans Le Monde sur ce problème vers 1973. On s'étonne que le ministre de la Santé puisse recommander le paracétamol dans cette maladie virale. En dehors de cette contre-indication, le paracétamol est responsable de 400 morts annuelles aux USA. Puisse le quotidien faire un article de fond sur les bienfaits de la fièvre. Mais NB, le paracétamol ne prévient pas les convulsions chez l'enfant. La réponse d'un autre docteur: 30 années d'exercice de la médecine générale comme homéopathe m'ont confirmé que ce que vous énoncez est vrai en médecine humaine. En laissant évoluer durant quelques heures l'hyperthermie, les maladies aiguës guérissaient mieux et plus vite à tout âge.
Dans les années 70-80, les rougeoles évoluaient sans aucun problème. J'en ai soigné beaucoup sans avoir constaté de complications, ainsi que des varicelles, et même des angines à streptocoque A et une scarlatine. J'ai vu des nourrissons supporter vaillamment une hyperthermie à 40 degrés. Les convulsions sont plutôt rares. Je peux témoigner en outre que les sujets fragiles qui étaient coutumiers de complications post-grippales, sinusite ou bronchite, lorsque leur administrait des fébrifuges, n'en faisaient plus ou beaucoup moins. Alors ça, ce que je dis depuis la nuit des temps dans mes émissions, quand vous êtes malade, votre corps, c'est le défenseur, c'est le système immunitaire de votre corps qui déclenche la fièvre. La fièvre, c'est une hausse de température du corps. Pourquoi? Parce que les virus meurent. Vous avez un virus, il se développe pour 1 pour 1000 à une température de 36-37 degrés. À 40 degrés, c'est pour 1 pour 1. Donc voilà, donc donner du paracétamol pour faire tomber la fièvre, ça veut dire quoi? C'est que vous luttez contre votre propre système immunitaire. C'est un soldat qui tire non pas contre l'ennemi, mais qui tire contre ses propres troupes. Donc voilà, là, c'est fondamental, quoi. Je veux dire, tout ça, c'était des maladies qui avant étaient traitées avec rien. Maintenant, on en fait des cas extraordinaires. C'est affolant, la perte de maîtrise qu'ont les médecins qui suivent les cours de fac de médecine, ou sur un cursus de 7 à 10 ans, on leur apprend en 2 heures, là où il faut vacciner, mais par contre, vaccine et tais-toi, parce que sinon t'es rayé de l'ordre. Donc voilà, donner du paracétamol, faire chuter la fièvre, c'est lutter contre son corps. On verra d'autres exemples, peut-être pas dans cette émission, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Parce que moi je sais plus, je pourrais vous faire tous les jours des émissions de 4 heures, hein, je vous assure, donc j'essaye d'abréger le plus possible. Donc de même, au niveau pharmacovigilance, hein, voyez, donc dans le cadre de sa mission de surveillance des effets indésirables liés aux médicaments, l'Agence nationale de sécurité des médicaments a mis en place un dispositif spécifique de surveillance renforcé dans le contexte du Covid. Alors on a l'impression là depuis quelque temps qu'on se préoccupe plus des effets indésirables des médicaments que de soigner les gens. Ça c'est quand même assez hallucinant, quoi, hein. Ah, il est mort? Ah oui, mais au moins il n'a pas eu d'effet indésirable, hein. Alors là, franchement, mais il est mort, tant pis. Donc déjà, si au moins la France avait des résultats spectaculaires en termes de guérison, mais elle fait partie des top 5 pays les plus nuls au monde, d'accord? Avec la Belgique, avec l'Angleterre, avec l'Espagne et l'Italie. Bizarrement, les pays qui ont été confinés le plus tôt et le plus rapidement, ce sont ceux qui ont le plus de morts. Mais sont-ils vraiment tous morts du Covid? Parce que comme vous l'avez vu maintenant un petit peu partout, hier dans mon émission, je vous ai montré qu'en Italie, ils commencent à se réveiller parce qu'ils ont dit, mais attends, vous comptez tous ceux qui meurent, vous les comptez dans le Covid. En France, quelqu'un meurt, il est compté dans le Covid. Des personnes m'écrivent en disant, ah, mais si Pano, tu sais, il y a vraiment une pandémie parce que regarde, il y a des endroits, on fait des morgues à l'extérieur. Oui, parce que dès que vous êtes atteint, vous avez été déclaré Covid, bah, les pompes funèbres ne peuvent plus venir vous chercher normalement. C'est tout un bins. Vous l'avez entendu dans mes émissions précédentes par les médecins eux-mêmes. On n'a pas le droit de faire d'autopsie à partir du moment où la personne a été déclarée morte par le Covid. Je vous donne juste un exemple. Dans un journal, terrible nouvelle au CHC Sainte-Élisabeth, Alain Vandenhove, le chef du service réanimation, est décédé du Covid. Voilà, il avait 65 ans. J'ai des gens qui m'écrivent et disent, écoute, c'était l'ancien anesthésiste de mon père et je peux vous certifier qu'il n'est pas mort du Covid, mais de leucémie, en me mettant le lien sur cet article. Et tous ces articles, vous les retrouvez une fois de plus dans le descriptif complet de l'émission que je vous mets. Donc on veut prolonger la peur. On prolonge la peur. Ça fait maintenant des semaines que je fais des émissions sur le virus des médias, le virus de la peur. Ce Covid tue des gens, bien sûr, malades, qui ont d'autres pathologies. On est monté à 96,3% des personnes en Italie qui avaient en fait d'autres pathologies. Donc on met les morts dans le Covid, responsable Covid. Tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? Ne l'oubliez pas, à la vaccination massive. Et comme le vaccin n'est pas encore là, il va y avoir cette semaine à l'Assemblée nationale des discussions sur un projet qui s'appelle Stop Covid. D'accord? Donc c'est des systèmes pour vous surveiller. Donc là, il y a déjà eu beaucoup de pétitions qui sont sorties, parce que signées par des sociologues, mathématiciens, avocats, d'autres co-signataires, qui disent que ce dispositif entraînerait un recul fondamental en matière de liberté, à la fois symbolique et concret, tant sur la liberté des déplacements, notamment entre les pays qui refuseraient d'avoir des systèmes de traçage
ou qui prendront ce prétexte pour renforcer leur forteresse que sur la liberté de travailler, de se réunir, blabla. Donc ça va être un dispositif que vous allez être téléchargé dans votre smartphone. La bonne nouvelle, c'est que la CNIL a été saisie, donc elle dit oui sous condition à l'application de traçage, et ces conditions, elle dit que cette application doit être volontaire, mais, très important, cela implique qu'il n'y ait pas de conséquences négatives en cas de non-utilisation, en particulier pour l'accès aux tests et aux soins, mais également pour l'accès à certains services à la levée du confinement, tels que les transports en commun. Parce que c'est bien de dire, oui, oui, d'accord, c'est volontaire, mais bon, au cas où si tu l'as pas, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Il continue, en outre, l'application sera soumise au RGPD. La Commission attire l'attention sur les risques particuliers, notamment de banalisation liés au développement d'une application de suivi qui enregistre les contacts d'une personne parmi les autres utilisateurs de l'application pendant une certaine durée. Mais la CNIL reconnaît aussi que cette application respecte le concept de protection des données dès la conception, car l'application utilise des pseudonymes et ne permettra pas de remonter de liste de personnes contaminées. Le point est très important puisque la question du respect de la vie privée est un des sujets au centre du débat. Donc je vous mets le lien sur l'avis de la CNIL. Envoyez-le à vos députés qui vont devoir voter cette loi-là le 27-28 avril prochain. Et qu'ils fassent attention, quoi, hein, qu'ils respectent les recommandations de la CNIL. Vous dites, vous, en tant qu'électeur, vous voulez qu'ils respectent les recommandations de la CNIL. Parce que, une fois de plus, le but, c'est quoi? C'est d'attendre le vaccin. Vous voulez une preuve? Hier, je vous avais dit que, fait exceptionnel, l'OMS, l'ONU et la France soutenaient une campagne de vaccination massive à venir. L'égide des Nations Unies et de son agence qui est l'Organisation mondiale de la santé, avec l'ensemble des acteurs de la santé mondiale, les organisations régionales, la société civile, décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. Et vous l'avez dit, avoir autour de la table à la fois l'Organisation mondiale de la santé qui en assurera la coordination, mais CEPI, Gavi, le Fonds mondial, Unitaid, Wellcome Trust, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, les acteurs du secteur privé pharmaceutique, et tout ce qu'on fera contre le Covid-19 ne pourra être efficace si on n'a pas cet appui, ce soutien. C'est le rôle de l'OMS, de beaucoup aussi des fonds sectoriels que j'ai cités, parce que l'inégalité entre nos pays se construit dès ce moment-là, dans l'inégalité entre nos systèmes de soins. Et donc je pense que cette initiative, en ce qu'elle permettra d'aider les pays les plus vulnérables pour justement renforcer leur système de soins, permettre d'aller soigner y compris les communautés les plus vulnérables, parfois avec les personnels humanitaires, mais aussi de renforcer le système hospitalier et le système de soins, est indispensable. Le quatrième axe, c'est évidemment celui des vaccins. Il suscite beaucoup d'attentes, et je crois que ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi de permettre d'écraser à la fois le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'en décidant d'investir, et il y a toute l'expertise du CEPI, des grandes pharma derrière ce sujet, mais en investissant sur plusieurs solutions, plusieurs familles, d'écraser l'échelle de temps en disant on commence à aller beaucoup plus vite parce qu'on met plus d'argent, parce qu'on investit sur différentes familles, on commence à manufacturer plus vite pour avoir un accès aux solutions qui marcheront plus rapidement, mais aussi on écrase l'espace parce qu'il est inexplicable et inexcusable face à un tel vaccin de dire c'est dans le pays où ce sera inventé, c'est dans le pays où la pharma aura investi que ce vaccin pourra être accessible. Il faut qu'au moment où on arrive à gagner ce combat, le plus rapidement possible, partout, le vaccin soit accessible à toutes les populations. Et donc, je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale. Bon, j'ai coupé parce que, évidemment, j'ai pas tout mis, parce que c'est du blabla politique à la Macron. Hein, les autres points, c'était les tests. Ben, on va purer ce qu'a fait Olivier Véran. C'est le peuple d'Internet qui a dû pousser pour avoir les tests. Et toujours les tests vétérinaires, je crois que ce ne sont pas toujours atteints. Alors, c'est celui qui est le plus nul qui donne des leçons à tous. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Parce que vous voyez, dans la première partie de l'intervention, je l'ai laissé exprès, il donne des conseils pour aider l'Afrique, pour aider les pays pauvres. Attends. Si on va sur les coronavirus, hein, sur le site, l'Afrique, nombre total de cas, hein, 31 102.
nombre total de cas. Je vous rappelle que dans le monde, il y a presque 3 millions de cas. Et en Afrique, dans le continent qui veut aller aider, il n'y a que 30 000 cas, d'accord? Et ils ont eu, au total, 1379 morts. Vous vous rendez compte pour un continent comme ça? C'est rien. Vous voulez voir en Europe? Eh bien, écoutez, en Europe, il y a eu au total 1 252 000 cas. Et il y a eu total 120 000 morts. 120 000 morts. Donc si on prend juste la France, il y a hier 22 000 morts, 161 000 cas. Donc rien que la France, il y a plus de cas, plus de morts que sur l'ensemble du continent africain. Hein, vous pouvez y aller, je vous mets le lien. Lui, Macron, veut donner des leçons à l'Afrique et à d'autres pays. Donc après, vous avez compris, vous avez vu toute l'OMS, Bill Gates, l'ONU, toutes ces pharmacies, tous ceux qui l'ont aidé à se faire élire, hein, ils sont là, présents, debout, ils veulent aider, et puis après il continuera. Oui, mais on doit aller plus loin encore pour tous les vaccins, antipaludiques à l'Afrique, tout ça, quoi. Donc on nous présente cette pandémie qui a bloqué le monde entier, comme mortelle, alors qu'elle ne l'est pas, puisque je vous ai montré les chiffres africains, quoi. Les chiffres africains. Ouais, mais eux, ils sont pas soumis à Big Pharma, parce que Big Pharma ne s'intéresse pas trop à l'Afrique, parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas acheter des médicaments à 400, 700, 800 $. Concernant Gates, saviez-vous que, j'ai une information, je ne sais pas si vous, qui est sortie en 2018, hein, l'ancien médecin de Bill Gates dit que le milliardaire a refusé de vacciner ses enfants. Bill Gates, son épouse, alors 3 beaux enfants qui ne voulaient surtout pas voir souillés par les vaccins poison. Et donc en fait, le médecin qui a officié comme médecin privé de Bill Gates à Seattle dans les années 90 dit que le fondateur de Microsoft et défenseur des vaccins a refusé de vacciner ses propres enfants quand ils étaient petits. Je ne sais pas si ceux-ci ont été vaccinés à l'âge adulte, mais je peux vous dire qu'il a refusé de les vacciner quand ils étaient enfants, a dit le médecin lors d'un symposium médical à huis clos à Seattle, ajoutant que c'était des enfants magnifiques, très intelligents et vifs. Il a dit que c'était bien comme ça, et qu'ils n'avaient pas besoin du moindre vaccin. Les commentaires ont provoqué une agitation chez les médecins lors du symposium avec des allégations qui rompaient la confidentialité médecin-patient selon les rapports. Cependant, comme il parlait à d'autres médecins, il ne violait pas le code de conduite de l'industrie. Moi je vais vous dire un truc, parce que là par contre j'ai pas de source, hein. Mais la majorité des médecins ne vaccinent pas leurs enfants. Ça, je vous le dis. Alors, pourquoi Gates est soutenu tellement en France? Parce que dès qu'on dit du mal de Gates, vous savez qu'il y a des pétitions qui tournent contre lui dans des pays du monde, pétitions contre crimes contre l'humanité quand même. Hein. Pourquoi en France, on l'aime bien ce gars-là? Bah, tout simplement parce que là, je vous mets un lien sur un site de database où vous pouvez aller voir tout trouver. Donc par exemple, vous pouvez voir que, vous voyez, en 2019, Gates a investi dans le journal Le Monde 2,1 millions de dollars. Voilà, il y en a plein. Hein. Il reçoit de l'argent des plus riches dans sa fondation et lui, il les transforme, il fait des donations. Pourquoi Gates donne 2 millions de dollars à un journal, Le Monde? On peut m'expliquer. C'est juste du trafic d'influence. Est-ce que vous avez déjà trouvé un article de travers dans Le Monde sur Gates ou ailleurs? On dit, mais qui s'y sont cons ceux-là, à dire du mal de Gates? C'est comme ça que ça se tient. Je vous laisse dans les liens l'application de database. Vous êtes des abonnés merveilleux, je suis sûr que vous allez faire des découvertes et me les envoyer, parce que j'ai pas eu trop le temps d'aller fureter dedans. Dans son allocution, Macron dit qu'il cherche des traitements. Pourtant, les traitements sont là. Hein. Les traitements sont là, marchent bien, on l'a vu en première partie de l'émission, vu que on fait la chasse aux sorcières auprès des médecins qui ne prescrivent pas ce qui marche. Pourtant, regardez cette petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis à l'hôpital de Meaux, CHU de Meaux, et j'ai été hospitalisé en urgence le 1er avril. Et petit à petit, on a réussi à avoir un verdict, c'était Covid plus surinfection bactérienne sur les poumons, donc la totale, voilà. Et ils ont commencé à traiter les poumons avec deux types d'antibiotiques et de l'oxygène pour pouvoir respirer. Tiens, 2 antibiotiques et de l'oxygène pour pouvoir respirer.
hein, en oxygénothérapie. Donc tout ce que je vous décris depuis plusieurs semaines dans mes émissions, et ce qui est matraqué auprès des médecins qui prescrivent cela à l'hôpital. On prescrit cela et le garçon va très bien. Donc nous avons à faire face à une campagne massive de désinformation. Notamment, il y a un truc qui m'étonne, moi, c'est que mon émission sur le virus attaque une bactérie a été censurée de partout, quoi, hein. Je veux dire, dès que vous la postez sur Internet, vous recevez un message qui dit cela. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui a publié sur Facebook ma vidéo et reçoit immédiatement un message: votre publication contient de fausses informations. Cette rumeur, donc ils appellent ça une rumeur, ne repose sur rien de fiable. Vous avez vu? C'est fou ça, hein? Elle est très attaquée, cette émission, je me demande pourquoi. Comme l'était ma publication sur l'urgentiste américain, le professeur italien et le traitement macrolide C3G du docteur Sabine Pagliar-Franco. Alors que maintenant, tout le monde s'accorde à dire que ça marche très très bien. Comme a été attaquée mon émission sur le fait de ne pas devoir intuber, que ça pouvait porter préjudice, et hier on a vu dans mon émission que ça y est, en France, ils disent la même chose. Et donc là, on commence petit à petit à préparer le terrain que, vous voyez, ça date du 24 avril, ça vient de France Info. Donc il pose la question: une bactérie intestinale est-elle responsable de l'aggravation de la maladie? Plusieurs publications d'internautes mettent en cause ce genre de bactérie, la Prevotella, qui aggraverait l'état de santé. Or, toute la démonstration est à prendre avec des pincettes, tant les preuves manquent à l'appui. Déjà, ça change, vous voyez, le message, c'est tant que les preuves manquent à l'appui. Mais, au final, ils finissent comment? Il est en revanche possible que la dangerosité du virus dépende du microbiote intestinal. C'est une hypothèse qui tient la route, car le mode d'action du virus est de faire du mal à l'hôte lorsque son système immunitaire ne fonctionne pas assez bien, explique Rémi Burcelin. Il a été observé, par exemple, que les personnes diabétiques et les personnes obèses ont un système immunitaire affaibli et un microbiote intestinal déséquilibré. Il a été démontré que l'équilibre microbien intestinal contrôle la défense immunitaire pulmonaire. L'hypothèse que cela contribue à tuer le virus reste à prouver. Donc voilà, on y vient tout doucement. Encore un peu, et ça sera complètement validé. On se demande vraiment pourquoi on se fait attaquer, quoi. Alors moi, je m'étais trompé hier, pour une fois, je m'étais trompé. Je dis, oh là, je me suis trompé. Eux, par contre, les émissions où ils m'attaquaient pour dire que c'était des fake news disparaissent. Courage, fuyons, quoi. Courage, fuyons. Et j'ai toujours pas de réponse de RTL, de France 2, faut revenir m'expliquer, quoi. C'est fou, ça. Alors j'ai découvert grâce à vous un site, que je vous mets aussi dans les liens, qui s'appelle Fake News France. Les grands médias français les diffusent et vous y croyez. Je vous recommande, abonnez-vous. Enfin, abonnez-vous, c'est gratuit, mais lisez-le. Je suis pas tout le temps dessus. Donc si vous trouvez des pépites, vous pouvez me les envoyer. À un moment, il faut aussi dire stop. Les médias, arrêtez. On sait, c'est bon, vous êtes financé par Big Pharma, votre capital est détenu par Big Pharma et d'autres. Vous ne pouvez pas diffuser tout et n'importe quoi. Mais sur la Prevotella, pourquoi ils attaquent tellement ça? Parce que si ça devenait une évidence, si c'était vrai, et moi je pense que c'est vrai, ainsi que d'autres, moi je ne suis pas médecin, mais c'est plein de médecins qui le disent, donc je ne fais que retranscrire ce que ces médecins disent, ça veut dire que le traitement aux antibiotiques est le traitement idoine, et que donc l'azithromycine, qui est le médicament le plus utilisé au monde actuellement, ça aussi je vous l'ai montré, pour lutter contre le Covid, et c'est pour ça qu'il fonctionne. Et c'est aussi pour ça que vous comprenez que si un virus attaque une bactérie, le vaccin ne sert strictement à rien. À rien, puisque ça devient une attaque bactérienne. En parlant de fake news, mon ami Philippe Jean-Roch avait à un moment fait une carte entre la pollution atmosphérique, là où elle était présente, et la propagation du virus. Ça aussi, ça avait été traité de fake news. Moi, j'y avais rajouté pour la Lombardie la carte de la vaccination contre le pneumocoque,
Je pense que vaccination contre le pneumocoque, vaccination massive contre la grippe, Covid et pollution atmosphérique, c'est vraiment un cocktail qui fait très 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 mal. Et là aussi, eh ben, on y vient, voilà. 25 avril, là, des scientifiques italiens détectent le coronavirus dans des particules fines de pollution. Je vous laisse l'article. Donc évidemment, si le coronavirus arrive à s'attacher à des particules fines de pollution, c'est pour ça qu'ensuite, il se diffuse très largement, comme ça a été le cas dans toute la Lombardie, notamment à Bergame, qui est une des villes les plus polluées au monde, ainsi que Milan. Milan, il y a vraiment un fog, hein, c'est un truc de fou. Mais toujours, hein, toujours. Donc, bravo, Philippe Jean Roch, hein, il était sur cette info, très très en avance. Lui aussi, comme donc beaucoup d'autres lanceurs d'alerte, par exemple, notre ami Alexis Cosette, que vous suivez beaucoup, de Radio-Québec, qui avait dit que le nombre de cas au Canada était surévalué et que les gens, il n'y avait pas autant de cas, les gens ne mourraient pas de Covid, comme moi je vous le dis depuis longtemps aussi, concernant la France et l'Italie. Et donc, il y a un petit micro, une petite caméra qui n'ont pas été coupées dans une salle de presse aux États-Unis. Écoutez, c'est édifiant. Ok, je vais partager cette vidéo avec vous et faire en sorte que ce soit vraiment court. Mais d'abord, je vous demande de partager celle-ci avec tous ceux que vous connaissez, et la raison pour laquelle je vous le demande est la suivante. Vous allez entendre dire que le taux de mortalité du CV-19 est de 0,1% à 0,3%, ce qui est exactement le même taux de mortalité que la grippe saisonnière normale. Et si c'est le cas, ce qu'ils admettent ici est qu'ils ont fermé toute l'économie mondiale sur un mensonge. Quelqu'un, beaucoup de personnes en fait, doivent être tenues responsables. J'ai ajouté le texte pour mieux comprendre ce que dit John Roberts et d'autres personnes dans cette salle de presse. Et au fait, nous sommes dans la salle de presse, dans la salle de briefing de la Task Force Covid-19 de la Maison-Blanche. Ce n'est pas une scène du Saturday Night Live. Ces types sont en train de parler sans savoir qu'un micro enregistre. Tu peux enlever ton masque, Doug. Le taux de mortalité est entre 0,1 et 0,3% selon une étude de l'USC. Vraiment? Ben, c'est rassurant. Tout le monde ici a été vacciné de toute façon. L'USC de la santé publique du comté de LA a sorti une étude qui a dénombré 7000 cas en Californie. Mais ils croient vraiment que le nombre de gens infectés se situe n'importe où entre 221 000 et 442 000. Vraiment? Donc ça donne un ratio de 0,1 à 0,3%. Ouais. Cette étude est récente? Ouais, elle vient juste de sortir. Donc elle suggère que ce genre de ratio de cas de mortalité est l'équivalent de celui de la grippe. Exactement. Vous avez entendu? C'est l'équivalent de celui de la grippe. Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce que nous nous efforçons à dire depuis le début. Jamais aucune économie n'a été fermée à cause de la grippe saisonnière. Pourquoi le ferait-on pour le Covid-19? Nous vous avons prouvé à maintes reprises par des infos issues de leurs propres documents et discours hypocrites que le Covid-19 est très loin d'être aussi mortel qu'ils le disent. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. Et une conclusion logique pour un individu modérément intelligent, rationnel et sain. Donc ce que vous me dites, que l'OMS a d'abord annoncé un taux de mortalité de 3,4%, puis Anthony Fauci est arrivé et l'a ramené à 1% en disant que c'était 10 fois plus que la grippe. Et là maintenant, ok, d'accord, en fait, c'est réellement entre 0,1 et 0,3%, identique à la grippe saisonnière. Un individu rationnel et sain arriverait à cette conclusion. Oh, donc la narration officielle est un hoax. Ce type a raison d'en arriver à cette conclusion. C'est la plus naturelle. Repassons-le. Donc c'était un hoax? Non, je ne pense pas que c'était un hoax. On a juste bloqué l'économie. Détruit des vies. On harasse la classe moyenne. Les banquiers s'éclatent sur le marché des pensions. C'était un hoax.
Ces gens sont malades et ils sont tous dans l'affaire. Ne les laissez pas s'en sortir. Ces journalogues des fake médias mainstream sont de mèche avec les officiels du gouvernement et nous égarent, nous les Américains et tout le reste du monde. Et ils finissent par en rire. Quel à propos. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Si vous voulez que je fasse un supplément de commentaires sur celle-ci, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire, merci de me le faire savoir dans la section commentaires ci-dessous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo en shadow banning et fortement censurée. On a compris que cela énerve grandement, et si vous ne l'êtes pas, alors prenez votre pouls. Alors bien évidemment, vous savez que pour moi, la pandémie est bien réelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un virus qui fait du mal. Mais comme je vous l'ai dit dès le départ, ce virus est à prendre comme un virus et avoir un traitement comme l'a fait le professeur Raoult. C'est-à-dire sans... Le professeur Raoult a eu tout juste. Peu importe si le traitement hydroxychloroquine, azithromycine, fonctionne à 91,7% et que peut-être un traitement double, macrolide C3G, fonctionnerait à 100%. Néanmoins, la pandémie, la Bouches-du-Rhône, on ferme tout. Nous, on n'a quasiment plus d'appels aux services télécoms pour que des gens viennent se faire tester. Il n'y a plus de file d'attente de gens qui vont se tester à l'IUHU infectiologie de Marseille. Vous voyez, vous vous souvenez de ces énormes files d'attente de gens qui allaient se faire tester. Il fallait prendre des conditions saines, c'est-à-dire tester, isoler, soigner, comme l'a fait la Corée. La Corée avait 7000 cas, en France il n'y en avait que quelques dizaines. Ils en sont à 10 000 encore aujourd'hui, en utilisant des manières comme l'ont fait les Bouches-du-Rhône. D'accord ? Donc en fait, si on avait pris des mesures, on teste les gens, ils sont positifs, on les traite en les isolant, il n'y a pas eu de pandémie. On a fait tout l'inverse, on n'a pas distribué de masques, on n'a pas testé, on n'a pas utilisé les bons médicaments pour traiter, on a fait confiance à l'OMS, on en est arrivé là. Donc là, c'est une preuve. Donc ça, faut vraiment le diffuser. Allez-y, quoi, à fond. Et puis surtout, on n'a pas utilisé des méthodes alternatives, comme l'Allemagne. Je vous rappelle encore le nombre de morts par million d'habitants en Allemagne, qui est presque 8 fois moins élevé qu'en France. En Allemagne, les gens ne sont pas confinés comme nous, ils n'ont pas le droit de se réunir à plus de 5, c'est sûr, mais il y a plein de pays qui rouvrent. Là, on n'en parle pas, mais le Luxembourg a été déconfiné. Il n'y a pas plus de cas. L'Autriche est déconfinée. Il n'y a pas plus de cas. Donc vous voyez bien que le confinement ne sert à rien et que les pays qui ont le plus confiné, c'est ceux qui ont le plus de morts. Donc ça, il faudra aussi qu'ils s'expliquent. Même si sur les plateaux de télé, ils disent que si on n'avait pas confiné, il y aurait beaucoup plus de morts. Alors c'est sûr, toujours en utilisant les mêmes méthodes que vous avez utilisées, pas de test, pas de traitement, pas de masque, oui, il y aurait plus de morts. Et c'est pas parce que vous avez utilisé les 3 mauvaises méthodes qu'il fallait pas faire qu'il faut en déduire que ça a sauvé des vies. Non, vous avez tué des personnes. Vous avez tué des personnes. Aujourd'hui, avec leur histoire là de laisser mourir les gens en attendant de voir les effets indésirables, ce qui nous fait la risée des pays africains, je vais vous raconter une histoire. C'est que vous savez que Fleming, l'inventeur de la pénicilline, lorsque le professeur Alexander Fleming fit sa première publication sur la découverte de la pénicilline, il la fit à partir uniquement d'un seul cas clinique. Autre chose, il y a eu un moment dans les sites internet des gens qui vendaient des lampes UV en disant ça tue le virus. Et là aussi, vous avez eu tous les médias en disant fake news, les réseaux sociaux. Ah tiens, c'est tombé aujourd'hui. Coronavirus, la Chine désinfecte ses bus et ascenseurs aux ultraviolets. Donc voilà, eux, tout ce qu'ils savent dire, c'est que si l'OMS ne l'a pas dit, c'est une fake news. Puis à la fin, ils se retrouvent le bec dans l'eau. Mais ils font pas comme moi, ils disent pas, ah oui, alors là, non, mais parce qu'en fait, effectivement, s'ils disaient là, on s'est trompé, là, on s'est trompé, là, on s'est trompé, il leur faudrait une journée, une émission pour dire là où ils se sont trompés. Ils pourraient pas annoncer les mauvaises nouvelles de la journée et continuer à propager le virus de la peur. Sinon, quelques nouvelles aussi de nos amis africains. Protocole de traitement à la chloroquine en Algérie. 90% des patients ont très bien réagi. 87% à Marseille. Donc, vous voyez que ça va bien. Encore une petite nouvelle
Eh ben, à quoi servirait un vaccin? Le virus aurait déjà muté en plus de 30 souches différentes. Là aussi, je vous mets le lien. Donc, 30 souches différentes, 30 vaccins? Ou alors un vaccin avec les 30 souches dedans? Ouais, c'est mieux. Hein. Les conneries qui commencent à nous raconter ben, que voilà, le vaccin Covid-19 sera obligatoire pour obtenir le visa Schengen. Donc ça commence comme ça, hein, par Schengen, après ça sera France, après ça sera comme au Danemark. Hein. Là aussi on dit que c'est des fake news alors que c'est vrai, quoi. C'est fou ça. Le Danemark a voté une loi alors qu'ils avaient que 2 morts. Que lorsque le vaccin sortira, ceux qui ne seront pas vaccinés, eh ben, ne pourront plus avoir accès aux lieux publics. Ça a été sorti. Et là, la presse commence à nous expliquer que c'est une fake news, alors que c'est vrai, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de fou. Quelque chose qui me fait encore plus peur, l'implantation de puces électroniques est une réalité pour Elon Musk. Donc lui, il a encore une autre société qui s'appelle Neuralink, et depuis plus de 2 ans se sont écoulés depuis que le monde a eu vent de Neuralink, et une ambitieuse et mystérieuse start-up qui se concentre sur le développement d'interfaces cerveau-machine capables de connecter les esprits aux machines. Peu de choses ont été révélées depuis, mais la société est aujourd'hui sortie de l'ombre pour partager ses progrès jusqu'à présent, ainsi que ses projets d'avenir, qui consistent à implanter les premières puces dans l'être humain dès le début de l'année prochaine, c'est-à-dire 2021. Évidemment, cette puce contiendra toutes les informations possibles et nécessaires, y compris votre vaccination, et tout ça sera contrôlé par quoi? Par la 5G. Donc vous vous émerveillez du spectacle de SpaceX qui envoie ses grappes de satellites de 60 satellites là, à forte cadence. Hein. Moi je me demande où ce mec trouve le financement pour lancer autant de satellites à la fois d'une manière très régulière. Ben voilà, c'est de la 5G, donc ça contrôlera avec la puce, c'est fantastique, quoi, ça contrôlera tout, ça contrôlera tout. Il y en a qui pensent qu'ils dorment encore, hein, qui sont devant TF1 et BFM, ils pensent que nous on raconte de la science-fiction. Punaise, ils vont tomber de haut bientôt, hein, ils vont tomber de haut. Dans la série Fake News, un sujet qui me tient à cœur, c'est, vous savez, la sortie du professeur Montagnier qui dit que ce vaccin a été fabriqué artificiellement et qui contenait une partie du génome du VIH. Donc là, par contre, c'est toute la presse qui le traite de fada, comme je vous l'ai montré hier. On parle même de prix Nobel contesté, il a des positions complètement débiles puisqu'il est anti-vaccin, donc une attaque en règle. Donc je vous avais demandé hier dans mon émission, je trouve quand même assez bizarre qu'on l'attaque comme ça aussi violemment, puisque je vous avais montré un professeur russe qui disait que, je ne comprenais pas non plus parce que toute la littérature était chinoise et américaine sur le sujet et qu'elle était libre. Donc évidemment, des abonnés fantastiques et merveilleux que vous êtes. Donc là, j'ai eu Salut Sitmano pour la défense du professeur Montagnier contre les gens qui disent qu'il a fabule concernant les souches du VIH qui auraient été insérées dans le Covid. Eh bien, ça se pratique déjà. Et ce n'est pas un secret bien gardé. J'ai trouvé un article intéressant qui relate un excès de vaccins chinois, tiens donc, contre le sida. Montagnier pense que celui qui aurait implanté des souches de VIH dans le Covid cherchait peut-être un vaccin contre le sida, justement. L'article date de juillet 2019 en évoquant que les Chinois allaient commencer des tests de vaccins prometteurs contre le sida sur plus de 100 personnes en Chine. Au milieu de l'article, il est bien écrit que les Chinois ont inséré des segments d'ADN de VIH dans leur vaccin, exactement comme l'explique le professeur Montagnier. Donc ça corrobore en tout cas le fait que les Chinois sont capables et ont déjà mis en pratique cette pratique de manipulation génétique. Le lien de l'article, je vous le mets aussi dans le descriptif. Et donc, extrait de l'article, le vaccin candidat, le DNA RTV, repose sur la réplication de l'ADN du VIH pour stimuler une immunisation. Et un peu plus loin, ce vaccin en cours de développement ne contient pas le virus de l'immunodéficience humaine dans son entièreté, mais des segments d'ADN du VIH. Donc voilà, c'est dans frenchchina.org. Derniers essais pour le vaccin chinois contre le VIH. Un autre internaute nous a écrit, à Alexis et à moi, merci pour votre travail, tout en espérant que votre vie n'est pas bon. J'ai fait un gros travail vers ma communauté sur les 2 études scientifiques, Nature Medicine du 17 mars 2020 et Pradam, une étude indienne du 30 janvier 2020. Je pense que ça peut vous intéresser et que ça peut être diffusé via votre intermédiaire.
Donc l'étude, elle est vraiment très très complexe. Hein. Là, il faudra une émission rien que pour elle. Et puis, je suis pas sûr que ça va intéresser beaucoup de monde parce que c'est complexe. Mais si il y en a parmi vous qui sont intéressés, qui ont le niveau, qui m'écrivent et je leur transmets ce que cet internaute nous a trouvé. Mais dans sa conclusion, c'est assez intéressant. Vous voyez que on tombe le 2 janvier 2020, on commence par tout en bas, hein, ça va tout en bas pour aller dans le truc chronologique. Dès le tout début janvier, les insertions VIH étaient connues et publiées par le site américain Zero Hedge, citant la fameuse étude indienne, dépubliée, et on peut y retrouver l'essentiel et une copie d'écran du résumé. Pour plus de sécurité, une copie de l'article, tac, voilà. Donc voilà, en fait c'était ça, le site dont je parlais hier. Le 26 janvier 2020, le site indien Great Game India publie un article rappelant les problèmes survenus en 2019 entre un laboratoire canadien P4 de Winnipeg, travaillant sur le coronavirus depuis 2013, et des chercheurs chinois renvoyés chez eux manu militari. Le 28 janvier 2020, le docteur Charles Lieber, spécialiste en nanosciences, est arrêté à Boston en départ pour Wuhan avec 2 chercheurs chinois, dont un militaire, affaire sans rapport a priori avec le coronavirus, si ce n'est peut-être en rapport avec des nanoparticules dans les vaccins, mais attestant de la violence de la guerre des labos de biotechnologie entre la Chine et les US. Le 5 février 2020, ça je vous en ai déjà parlé, le docteur Frank Plummer, sommité sur le VIH et chercheur sur un vaccin, décède subitement au Kenya. Il était responsable du laboratoire P4 de Winnipeg, le fameux laboratoire canadien, jusqu'en 2014. 8 février 2020, un article circulait déjà et avait révélé une interview par le site indien Geopolitics and Empire du docteur Francis Boyle, là aussi je vous en avais parlé, auteur de la loi américaine contre les armes biologiques en 1989, dans laquelle il affirmait que ce virus n'était pas naturel et que l'OMS le savait depuis le début et a couvert la Chine. Dans la vidéo, il est très circonspect sur un quelconque vaccin à venir rapidement et qui serait dangereux. Donc je vous laisserai tout lire, ensuite les débats, ensuite évidemment les gens qui disent, qui viennent contester tout ça. C'est très bien fait. C'est un énorme travail, bravo. Franchement, les abonnés en or. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était des informations quand même importantes que je devais vous transmettre. Demain ou après-demain, une émission clé. Restez à l'affût, abonnez. Restez à l'affût. Abonnez, ça sert à rien de toute façon. Notifiez la cloche, c'est tout. Et puis, je termine par une vidéo qui a été très bien faite. Et donc, elle dit à la fin de ce message qu'il faut la partager. Et ben, j'accède à sa volonté, je partage. Allez, à demain. Bye bye, bisous. À votre avis, quelle est l'industrie la plus rentable aujourd'hui? L'automobile? Le luxe? L'armement? Eh bien non, c'est l'industrie du médicament. 950 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et devinez quel pays en est l'un de ses plus gros clients? Eh bien oui, c'est la France. Championne du monde de la consommation d'anxiolytiques et suffisamment haute sur le podium dans la consommation d'antibiotiques pour qu'on en vienne à se poser cette question. Mais qu'est-ce qui nous a rendus aussi malades? Alors, face à la malhonnêteté de certains laboratoires qui font du profit sur notre santé, on a décidé de vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut absolument arrêter d'enrichir l'industrie du médicament. Alors premièrement, une grande partie des médicaments aujourd'hui sur le marché est complètement inutile. Ça c'est pas moi qui le dis, ça a été démontré par de nombreuses études et par de nombreux médecins comme le Dr Evan dans son livre, qui estime lui que 80% des médicaments est complètement inutile. Dans les médicaments inutiles, il y a 2 choses. Il y a d'abord des médicaments tout à fait inefficaces et qui n'ont donc aucune raison d'être sur le marché, surtout à des prix élevés. Mais il y a aussi des médicaments efficaces et même très efficaces qui sont inutiles parce qu'ils sont prescrits à des malades qui n'en ont aucun besoin. Deuxièmement, les laboratoires utilisent l'expertise de certains médecins pour inventer de toutes pièces des maladies qui n'existent pas. Ça fait très théorie du complot et pourtant, ça existe. Ça s'appelle le façonnage de maladies. Une de ces maladies inventées qui est l'ostéoporose. À savoir que l'ostéoporose, c'est comme les rides sur la peau ou les cheveux blancs, c'est le vieillissement. C'est pas une maladie, c'est l'évolution normale de l'espèce humaine, ou de dire de toute espèce. Les chiens aussi font de l'ostéoporose. Mais il n'y a pas que l'ostéoporose, il y en a beaucoup d'autres, de maladies complètement inventées, de la dysphorie prémenstruelle des femmes, c'est le syndrome d'hyperactivité avec beaucoup d'attention des enfants, et puis pour moi, et pour beaucoup d'autres aux États-Unis et en Angleterre, les
grotesque du cholestérol qui tient absolument pas la route. Un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, estime que les laboratoires dépensent en moyenne 25 000 € par an et par médecin pour les influencer. Parmi les plus généreux, Novartis, Servier, MSD, Sanofi, Pfizer, qui dépensent chaque année des millions d'euros pour chouchouter les médecins. Face aux nombreux scandales, l'État a mis en place un nouvel outil qui vous permet de savoir si votre médecin est sous l'influence d'un ou de plusieurs labos. Il suffit d'aller sur ce site et de taper le nom de votre médecin et vous verrez tous les avantages qu'il a perçus. Troisièmement, les industries pharmaceutiques préfèrent élargir le nombre de malades pour vendre plus de médicaments plutôt que de réellement les soigner. C'est ce qu'on en vient à penser quand on voit qu'au fil des années, plusieurs seuils de diagnostic ont été manipulés pour faire plus de profit. Je m'explique. Le seuil de diagnostic, c'est ce qui apparaît sur votre prise de sang et qui détermine si vous êtes malade ou pas. Par exemple, on était pendant des années considéré comme malade quand on avait un taux de 240 mg de cholestérol par litre de sang. Ce taux a été réduit de quelques milligrammes, passant de 240 à 200, ce qui a augmenté le nombre de patients de, tenez-vous bien, 42,6 millions, soit une augmentation de 86% et un marché en or pour les laboratoires. Quatrièmement, les laboratoires s'enrichissent en spéculant sur leurs brevets et en vendant leurs molécules à des prix exorbitants. Prenons un exemple concret, le laboratoire américain Gilead. Son médicament, le Sovaldi, lui a permis de réaliser en un an 12 milliards d'euros de bénéfices, et ce au détriment de nombreux patients à travers le monde qui n'ont pas eu les moyens de se soigner. Gilead est le seul laboratoire qui a cette molécule, et cette molécule est à des prix que personne ne peut s'acheter. En France, chaque malade soigné avec ce médicament coûte 41 800 € à la sécurité sociale. Aux États-Unis, 77 000 €. Mais ce médicament vendu à 500 € l'unité en France ne coûte que 7 € au Bangladesh, pays très pauvre qui, face à l'urgence sanitaire, a décidé de copier cette molécule pour la vendre à des prix raisonnables et soigner sa population. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose? La situation est inacceptable parce que la France avait justement, de longue date, depuis près de 60 ans, une disposition légale. Le gouvernement déclenche ce qu'on appelle une licence d'office, en anglais Non-Commercial Governmental Use, une utilisation à des fins non commerciales par le gouvernement. Eh bien, ces dispositions, d'autres gouvernements, et je pense à celui de la Malaisie, très récemment, en septembre dernier, 2017, n'ont pas hésité à l'utiliser. Elle payait 12 000 $, le même traitement dont nous parlons contre l'hépatite C au laboratoire Gilead, et elle ne pouvait pas soigner à ce prix-là les 500 000 personnes infectées par le virus de l'hépatite C en Malaisie. Elles ont donc déclenché cette licence d'office et elles ont pu recourir à une version générique à 300 $. Elles ont divisé par 40 le prix. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernier point pour lequel il faut absolument arrêter d'enrichir les industriels du médicament. La France en est l'une des principales victimes. On ne peut pas dire qu'ils sortent que l'industrie pharmaceutique française sorte des médicaments innovants depuis quelques années. Donc, moi j'avais fait les calculs sur une liste emblématique en France qui s'appelle la liste des médicaments onéreux. Et donc, en gros, 70% des dépenses sur cette liste étaient le fait de laboratoires américains, les Anglais, la Suisse. On fait ces trois-là, on a 70% des dépenses en France. Alors, qu'est-ce qui pousse les autorités politiques et sanitaires françaises à faciliter un tel marché? Les intérêts financiers sont énormes. C'est peut-être la peur pour les pouvoirs publics d'ouvrir la voie vers un autre mode de régulation du prix du médicament. Et là, la pression des industriels est vraisemblablement énorme pour empêcher le gouvernement français, pour empêcher les gouvernements des pays de l'OCDE de recourir à ce type de dispositif. Mais alors, pourquoi continuer à enrichir des laboratoires qui préfèrent de loin nous voir malades que nous aider à guérir?